Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 3 dans le monde a déjà été victime de violences psychologiques ou émotionnelles dans une relation toxique. Mais ce que personne ne dit, c'est que la majorité de ces violences ne laissent aucune trace visible. Parce que le pervers narcissique ne frappe pas, il infiltre, il façonne ta perception. Il te fait douter de toi jusqu'à ce que tu n'existes plus. Tu crois vivre une histoire d'amour. En réalité, tu es la cible d'un manipulateur qui connaît parfaitement les failles humaines. Chaque mot est calculé. Chaque silence est une stratégie. Et pendant que tu essaies de sauver ce que tu crois être un couple en crise, lui, il répète exactement le même scénario qu'il a joué avec sa précédente proie. Tu n'es pas la première. Et tu ne seras pas la dernière. Une étude menée par l'université de Stanford montre que le cerveau d'une personne sous emprise d'un pervers narcissique fonctionne comme celui d'un dépendant à la cocaïne. C'est neurologique. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une prise d'otage mentale. Dans cette vidéo, on va décortiquer avec précision comment un pervers narcissique agit avec sa nouvelle proie. Et surtout, comment tu peux reprendre le contrôle. Si tu es ou as été dans cette situation, laisse un like et appuie sur Boost. Je t'en remercierai. Tu peux aussi partager ton expérience ou simplement dire dans les commentaires un simple merci. Parce que parfois, un mot, c'est le début de la libération. Carl Jung disait que ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et dans le cas des pervers narcissiques, c'est précisément ce qui se joue. Ce n'est pas seulement une rencontre malheureuse, c'est une réactivation silencieuse d'un schéma profondément ancré. Selon les études du professeur Donald Dutton, spécialiste de la psychologie de la violence conjugale à l'Université de la Colombie-Britannique, 60% des victimes de manipulateurs ont subi une forme de blessure affective précoce. Et pourtant, elles ne s'en rendent pas compte. Elles croient tomber amoureuses. Mais en réalité, elles retombent dans une mémoire émotionnelle familière. Le pervers narcissique, lui, ne séduit pas n'importe qui. Il cible ce que les neurosciences appellent une faille d'attachement. Le docteur Joe Dispenza explique que le cerveau enregistre les émotions fortes comme des drogues. Et que lorsqu'un être humain est pris entre excitation et peur, il devient dépendant, exactement comme un toxicomane. La dopamine monte très haut dans les premiers échanges, les compliments pleuvent, tout est parfait. Ton cerveau est en train de graver une association trompeuse, cette personne est ton refuge. Sauf que ce refuge est un piège. Tu penses que tu contrôles la relation, mais en réalité, ton cerveau, lui, est en train de perdre ses repères. Marc Aurèle disait, l'âme est teinte de la couleur de ses pensées. Et dès que le PN, pervers narcissique, entre dans ta vie, c'est ta perception de la réalité qui commence à changer. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas venir le danger? Parce que ton cerveau cherche la répétition, pas la vérité. Antonio Damasio, neuroscientifique de renommée mondiale, a montré que 95% de nos décisions sont émotionnelles. Et ces émotions s'ancrent dans l'enfance. Si tu as grandi avec l'idée qu'il faut mériter l'amour, que la sécurité dépend de l'autre, alors le PN active précisément ce programme-là. Il te fait croire qu'il t'a choisi, qu'il te voit comme personne ne l'a fait. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est du conditionnement. Tu ne tombes pas amoureux de lui, tu tombes dans l'illusion d'un lien réparateur. Ton corps croit que tu es sauvé, mais ton esprit est déjà piégé. Des IRM fonctionnels ont prouvé que le cerveau d'une personne amoureuse et celui d'un toxicomane en manque réagissent de façon identique lorsqu'on leur retire leur dose. C'est exactement ce que le PN met en place. Il t'attire, il t'inonde d'attention, puis il se retire juste assez pour créer le manque. Et ce manque devient obsession. Tu ne te reconnais plus. Tu te demandes pourquoi tu ne parviens pas à décrocher. La réponse est biologique, pas morale. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que ton système nerveux est accroché à une illusion de sécurité. Sénèque écrivait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Mais comment oser, quand chaque cellule de ton corps réclame sa dose? Il faut comprendre une chose, le pervers narcissique est un expert du mimétisme émotionnel. Il te reflète. Il étudie tes blessures, puis les enveloppe dans ce que tu as toujours rêvé d'entendre. Il n'est pas attiré par ta force, mais par tes fissures bien cachées. Et c'est là que réside le piège. Tu crois avoir trouvé une âme qui te comprend, alors que tu as croisé quelqu'un qui sait exactement comment te maintenir dans la dépendance. Le psychiatre Jean-Charles Bouchot explique que le PN ne te voit pas comme une personne, mais comme une fonction. Il a besoin d'admiration, de pouvoir, d'absorption psychique. Et s'il sent que tu es en train de t'éveiller, il recommencera à te séduire, pour te recapturer. C'est un cycle, un schéma bien huilé. Mais alors, pourquoi ce schéma se répète-t-il autant? Pourquoi des millions de personnes intelligentes, sensibles, cultivées, tombent-elles dans ce piège? Parce que l'être humain cherche la complétion.
et que tant que tu crois qu'un autre va venir te compléter, tu restes vulnérable. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et c'est exactement ce qu'utilise le manipulateur. Il change ton jugement sur toi-même. Tu passes de « je suis libre » à « je ne vaux rien sans lui ». Ce qu'il faut retenir, c'est que cette fascination n'est pas une faiblesse. C'est une mécanique. Comprendre la mécanique, c'est déjà reprendre du pouvoir. Et ce pouvoir, tu vas en avoir besoin. Parce que ce que tu ressens maintenant, ce vertige intérieur, ce doute, ce vide, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est une alarme. Le PN n'est pas en train de t'aimer. Il est en train de te scanner. Et ton cerveau, lui, croit encore que c'est une rencontre magique. Mais ce n'est pas magique. C'est chimique. C'est stratégique. Et c'est dangereux. Dans la suite, on va voir comment ce masque parfait, cette phase de séduction, n'est pas un hasard. C'est une manipulation calibrée. Ce n'est pas toi qui tombes amoureux. C'est ton inconscient qui reconnaît un parfum toxique qu'il connaît déjà trop bien. Prêt pour la suite? Parce que maintenant, on va voir ce qu'il fait exactement pour t'ensorceler. Et tu vas comprendre pourquoi, même en sachant tout ça, tu as encore envie de croire que cette fois, c'est différent. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Derrière chaque pervers narcissique, il y a un masque. Lisse. Captivant. Parfaitement calibré. Carl Jung parlait de la persona comme de l'image sociale que nous portons. Mais chez le PN, cette image n'est pas un simple rôle social. C'est une arme de séduction massive. Ce qu'il montre n'est jamais ce qu'il est. Ce qu'il donne n'est jamais gratuit. Et ce qu'il cherche, ce n'est pas l'amour, mais l'ascendant. Freud disait que le narcissique n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente à ses yeux. Dès les premiers échanges, tu sens quelque chose d'intense. Tu crois que c'est de la connexion, de l'authenticité, mais c'est de la lecture comportementale. Le PN te scanne, capte tes gestes, ton langage, tes failles. Il s'adapte. Il devient ce que tu veux voir. Et mieux encore, il devient ce que tu as toujours attendu. Le mimétisme affectif est son outil principal. Il te reflète. Il copie ton énergie. Il parle comme toi, rit comme toi, partage les mêmes goûts, du moins, au début. Selon le psychologue Craig Malkin, professeur à Harvard, les narcissiques extrêmes développent un talent presque hypnotique pour le mirroring. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Ils savent que plus ils te ressemblent, plus tu les ressens comme une évidence. Mais ce sentiment d'évidence est dangereux. Car tu ne tombes pas amoureux de lui. Tu tombes amoureux de l'image qu'il a créée à partir de toi. Et c'est là que la manipulation commence. Tu ne peux pas te détacher facilement d'une personne qui incarne ce que tu crois être ton âme sœur. Dans cette première phase, tout est trop beau, trop rapide, trop parfait. On appelle cela le love bombing. Il t'inonde d'amour, de messages, de compliments. Tu te sens vu, reconnu, valorisé. C'est grisant. Tu ressens un shoot de dopamine à chaque interaction. Et tu deviens dépendant. Ce que tu ne sais pas encore, c'est qu'il note tout. Chaque confidence devient une arme potentielle. Chaque faiblesse exprimée deviendra une ouverture à exploiter plus tard. Tu lui parles de ton passé douloureux. Il s'y intéresse avec compassion. Mais pas pour t'aider. Pour mieux te manipuler. Il comprend ce que tu attends, ce que tu crains, et ce que tu serais prêt à tolérer pour te sentir aimé. Le psychiatre Jean-Charles Bouchou explique que le PN est un caméléon psychique. Il ne ressent pas ce qu'il montre. Il mime. Et dans ce mimétisme, il piège ta perception. Tu crois qu'il est sincère, parce qu'il réagit comme quelqu'un qui aime. Mais son amour est une stratégie d'emprise. Marc Aurèle disait, « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Le PN joue sur cette faille humaine. Nous croyons ce que nous voulons croire. Il t'offre un rêve. Et tu veux tellement qu'il soit vrai que tu ignores les signaux. Et pourtant, ils sont là. Le regard parfois vide. L'ego toujours en arrière-plan. L'incapacité à écouter réellement sans ramener à lui. Mais dans la phase de séduction, ces signaux sont masqués. Dissimulés sous une couche d'attention millimétrée. Il connaît le rythme, les mots, les gestes. Et s'il sent que tu te méfies, il surenchérit. Il devient vulnérable. Il te parle de son passé, de ses blessures. Il joue la carte du moi aussi, j'ai souffert. Il pleure, parfois. Et là, tu crois avoir percé sa carapace. Mais ce n'est pas une carapace. C'est un déguisement. Une illusion. Une projection. Et quand tu t'attaches à cette façade, tu ne peux pas imaginer qu'elle puisse être fausse.
Ce piège fonctionne tellement bien qu'il est utilisé dans des contextes extrêmes. Des gourous sectaires, des recruteurs de groupes radicaux, ou même certains escrocs émotionnels utilisent les mêmes codes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un pattern neurologique, créer un lien intense et artificiel pour prendre le contrôle. Tu crois qu'il t'aime parce qu'il t'admire. Mais il ne t'admire pas. Il valorise ce que tu peux lui apporter. Ton admiration, ton énergie, ta lumière. Et il te donnera juste assez de reflets de cette lumière pour que tu restes. Épictète écrivait, ce n'est pas celui qui te flatte qui t'est favorable, mais celui qui te corrige. Le PN, lui, ne te corrigera jamais. Du moins, pas encore. Il t'élèvera, pour mieux te faire chuter. Et plus tu monteras grâce à ses mots, plus la chute te paraîtra violente quand il se transformera. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, tu es dans la bulle. Tu flottes. Tu ris. Tu partages. Tu crois aimer. Tu crois être aimé. Et pendant ce temps, il t'observe. Il évalue combien de temps il lui faudra pour éroder ton discernement. Ce n'est pas de l'amour. C'est un piège à retardement. Et tu ne t'en rends pas compte, parce que tout semble magique. Dans la prochaine partie, on va voir ce qui se passe quand cette magie s'effondre. Quand il retire doucement son masque, et que tu réalises que tu es déjà trop loin, trop accroché, trop abîmé, parce que sans même t'en apercevoir, il a déjà commencé à reprogrammer ton esprit. Ce n'est pas un changement brutal. Ce n'est pas un claquement de doigts. C'est progressif, lent, sournois. Et c'est justement pour ça que c'est si dangereux. La manipulation du pervers narcissique ne se fait pas avec des cris ou des chaînes. Elle se fait dans le silence, à travers des glissements mentaux presque imperceptibles. Tu ne t'en rends pas compte. Tu crois penser par toi-même. Mais ce n'est plus toi qui es aux commandes. Le psychiatre américain Edward Zimbardo, créateur de l'expérience de Stanford, a démontré que même les esprits les plus sains peuvent être conditionnés à adopter des comportements contraires à leur nature s'ils sont placés dans un contexte manipulé. Le PN crée ce contexte. Il fabrique ton environnement émotionnel. Et dans ce cadre, il te reprogramme. La première étape, c'est la confusion. Un jour, il t'admire, t'élève, te fait te sentir unique. Le lendemain, il t'ignore, critique ton attitude, te rend coupable d'un détail insignifiant. Tu te remets en question. Tu veux comprendre. Tu crois qu'il est stressé, ou que tu as mal agi. Mais il ne cherche pas à résoudre, il cherche à déséquilibrer. Des études en psychologie cognitive, notamment celle de la docteure Jennifer Fred sur le trauma betrayal, montrent que lorsqu'une personne est attachée émotionnellement à quelqu'un qui l'abuse de manière subtile, elle développe un mécanisme de dissociation pour justifier l'abus. Tu minimises ce que tu vis. Tu crées une narration alternative. Il m'aime mais il a du mal à l'exprimer. Je suis sensible, je dramatise. Personne n'est parfait. Et plus tu racontes ces histoires, plus elles deviennent ta réalité. Le pervers narcissique le sait. Et il joue avec. Il commence à te faire douter de tes souvenirs. Il te dit que tu as mal compris. Que tu as inventé. Que tu es trop sensible. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Une forme de violence psychologique si perverse qu'elle est capable d'éteindre totalement le jugement critique. Tu finis par t'excuser pour ce que tu n'as pas fait. Tu doutes de ton intuition. Tu te retiens de parler. Et sans t'en apercevoir, tu adoptes son cadre mental. Carl Jung affirmait que les choses auxquelles on résiste persistent. Et ce que tu finis par faire, c'est résister à ta propre lucidité. Parce qu'elle fait mal. Parce qu'elle menace de faire exploser l'image de l'amour que tu t'étais construit. Tu préfères croire qu'il y a un problème temporaire que de voir que tu es en train de t'éteindre. À ce stade, ta perception de la réalité a été modifiée. Des neuroscientifiques comme Bruce Lipton ont montré que le cerveau humain peut être reprogrammé en moins de 21 jours si on soumet l'individu à des messages répétitifs dans un état émotionnel intense. Le PN t'isole, te critique, puis te rassure. C'est le renforcement intermittent. Une technique redoutable utilisée dans les casinos ou dans les sectes. Tu ne sais jamais quand la récompense arrive. Alors tu restes, dans l'attente. Et tu crois que c'est de l'amour, alors que c'est de la dépendance. Tu as perdu ta spontanéité. Tu pèses chaque mot. Tu marches sur des œufs. Tu anticipes ses réactions. Tu modifies tes choix. Tu n'oses plus dire ce que tu penses. Et petit à petit, tu ne sais même plus ce que tu penses vraiment. Ton identité s'efface. Et c'est exactement ce qu'il veut. Épictète disait, ce n'est pas la chose qui nous détruit, mais l'opinion que nous en avons. Et il t'a lentement conduit à changer d'opinion, sur toi-même. Tu ne te vois plus comme une personne libre, forte, autonome. Tu te vois comme quelqu'un qui doit faire des efforts pour être aimé. Tu ne ressens plus la joie, mais le soulagement quand il t'accorde un sourire. Et quand il ne te répond pas, ton esprit s'emballe.
Tu vérifies ton téléphone. Tu relis vos échanges. Tu analyses. Tu culpabilises. Le docteur Ramani Durvasula, l'une des plus grandes spécialistes des personnalités narcissiques, explique que le pervers narcissique t'entraîne dans ce qu'elle appelle une folie douce, un état mental où tout semble flou, où les valeurs s'inversent, où tu es persuadé que c'est toi le problème. Ce brouillard cognitif est ce qui empêche la fuite. Ce n'est pas la violence physique qui te retient. C'est la confusion émotionnelle. Et dans ce brouillard, il devient le seul phare. Même si ce phare brûle, tu reviens vers lui parce que tout le reste te paraît vide, terne, insécurisant. C'est une prison mentale, construite avec tes propres pensées, mais dont il détient les plans. Marc Aurèle disait, la vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Et si tu veux reprendre ta vie, tu dois reprendre le contrôle de tes pensées. Mais tant que tu es dans la bulle du PN, c'est impossible. Parce qu'il a infiltré ton système de valeurs. Il t'a fait croire que tu es en sécurité en sa présence, alors que tu es en train de te perdre. Et le pire, c'est que tu commences à t'en rendre compte. Un malaise sourd. Un sentiment d'être vidé. Une colère qui monte, mais que tu retiens. Car tu as peur de tout gâcher. Dans la prochaine partie, on entre dans cette tension invisible. Ce moment où tu sens que quelque chose cloche, mais où tu culpabilises encore de le penser. Parce qu'il t'a convaincu que tout est de ta faute. Et tu vas voir comment il transforme la victime en coupable. Tu sais que quelque chose cloche, mais tu restes. Tu doutes, mais tu espères. Tu souffres, mais tu t'excuses. C'est ça, le piège émotionnel. C'est quand la victime devient sa propre geôlière. Et si tu vis ou as vécu cette situation, tu sais à quel point cette inversion est violente. Parce que tu as mal, mais tu crois que tu es responsable de ta douleur. C'est un mécanisme connu en psychologie. Carl Jung l'appelait l'identification à l'agresseur. Un processus inconscient dans lequel, pour survivre au rejet ou à la violence, la victime adopte le point de vue du bourreau. Elle intériorise le discours du pervers narcissique. Tu passes de « il me fait du mal » à « je ne suis pas assez bien ». Le pervers narcissique, lui, connaît ce mécanisme par instinct. Il sait comment te faire croire que tout vient de toi. Il te lance des phrases en apparence banales mais destructrices. Tu es trop sensible, tu comprends toujours tout de travers. Si tu étais moins compliqué, on serait heureux. Il te reproche tes émotions. Il te reproche même tes réactions à ses propres agressions. Et plus tu veux clarifier, plus il te pousse à te justifier. C'est une stratégie. Elle porte un nom, inversion accusatoire. C'est une technique de manipulation redoutable, étudiée par la psychiatre Marie-France Irigoyen. Elle consiste à retourner la faute sur l'autre, encore et encore, jusqu'à ce que celui-ci doute de sa propre perception. Tu perds confiance en ton intuition. Tu doutes de tes souvenirs. Tu commences à croire que tu exagères. Et c'est là que la culpabilité s'installe. Elle est sourde, constante, collante. Tu veux bien faire. Tu veux apaiser. Tu fais des efforts. Tu te tais. Tu changes ta manière de parler, de t'habiller, de penser. Tu renonces à des amis, à des rêves, à des opinions, et même à tes instincts. Mais tu continues à espérer. Parce qu'il y a ces moments où il redevient doux. Où il te serre contre lui. Où il te dit qu'il t'aime. Tu crois que c'est un retour à la normale. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une récompense conditionnelle. Une manière de te garder sous contrôle. Le renforcement intermittent, comme dans les expériences sur les rats de Skinner, qui appuyaient des centaines de fois sur un levier pour recevoir une friandise, parce qu'il ne savait jamais quand elle allait tomber. Tu deviens exactement ce que le pervers narcissique attend, une personne dépendante, anxieuse, prête à tout pour retrouver les premiers instants. Et c'est précisément cette quête qui alimente ta culpabilité. Parce que tu n'arrives pas à recréer ce bonheur initial. Tu crois que tu fais mal. Tu crois que tu gâches tout. Et pourtant, ce n'est pas toi. Ce n'est jamais toi qui as changé. C'est lui qui a retiré le masque. Freud disait que les névroses naissent de conflits entre des pulsions contradictoires. Et c'est ce que tu vis. Une dissonance cognitive intense. Tu vois qu'il te fait du mal, mais tu te rappelles qu'il a été bon. Tu ressens de la peur, mais tu te dis qu'il t'aime. Tu es épuisé, mais tu penses que tu es le problème. Et tu culpabilises d'en parler. Parce qu'il t'a dit que tu étais trop négatif, VE. Tu culpabilises de vouloir partir. Parce qu'il t'a dit qu'il allait vraiment changer. Tu culpabilises même de penser à toi. Parce qu'il t'a répété que tu étais égoïste. Mais ce n'est pas de la culpabilité saine. C'est un poison. Injecté lentement, avec méthode. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait, « Si c'est hors de toi, ce n'est pas ton affaire. » Et pourtant, tout ce que fait le PN, c'est te faire croire que tout est de ta faute. Qu'il est malheureux à cause de toi. Qu'il crie à cause de toi. Qu'il s'éloigne parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Ce n'est pas seulement injuste. C'est dévastateur.
Parce que cette culpabilité constante devient ton identité. Tu ne sais plus qui tu es sans elle. Tu penses que tu dois toujours réparer quelque chose. Et tu oublies ce que tu mérites. Tu oublies ta dignité. Tu oublies ta lumière. Les recherches en psychiatrie montrent que les victimes de relations toxiques développent des symptômes similaires à ceux du stress post-traumatique. Troubles de la mémoire, hypervigilance, angoisse diffuse, perte de l'estime de soi. Ce ne sont pas des réactions exagérées. Ce sont des blessures invisibles. Épictète nous rappelle que personne ne peut te nuire sans ton consentement, sauf si on t'a appris à consentir à ton propre effacement. Et c'est exactement ce que tu vis. Tu as été formé, lentement, à croire que ton existence devait s'adapter à l'autre. Mais tu n'es pas fou. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas trop. Tu es juste une personne en train de survivre à un système qui nie ton droit à l'existence libre. Dans la suite, on va mettre de la lumière sur ce système. On va identifier ce schéma universel que le pervers narcissique reproduit avec chaque proie. Parce qu'une fois que tu le vois, vraiment, tu ne peux plus l'ignorer. Et tu commences, enfin, à te libérer. Il faut comprendre une chose essentielle, ce n'est pas personnel. Ce que tu vis, ce que tu as cru unique, ce que tu pensais être une relation intense et rare, n'est en réalité qu'un scénario. Un script millimétré. Éprouvé. Rodé. Et répété presque à l'identique avec chaque proie. Le pervers narcissique ne t'a pas choisi parce que tu es spécial, il t'a choisi parce que tu es accessible à son mode opératoire. C'est brutal à entendre, mais c'est libérateur. Car une fois que tu vois ce pattern, tu ne peux plus être pris dedans. Carl Jung affirmait que jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Et c'est exactement ce que fait le PN, il t'enferme dans son inconscient à lui, dans ses propres cycles. Et le plus dangereux, c'est que ce cycle est invisible, tant que tu ne l'as pas étudié en dehors de l'émotion. Voici ce que les études psychologiques, les témoignages de centaines de victimes, et les analyses cliniques révèlent, il y a un schéma universel. Toujours. Peu importe la culture, le pays, le niveau d'éducation. C'est la mécanique de l'emprise. Au début, il t'inonde d'attention. C'est la phase d'idéalisation. Tu es parfait. Il n'a jamais ressenti ça. Tu es différent. Il va très vite. Trop vite. Il parle de futur, de fusion, parfois même d'âme sœur. Tu ne te méfies pas, car ton cerveau adore ça, la validation intense. Ta dopamine explose. Tu es accro. Ensuite, il glisse dans la phase de dévalorisation subtile. C'est là que tout bascule sans que tu t'en aperçoives. Il commence à critiquer doucement, à comparer, à remettre en question des choses que tu faisais naturellement. Il parle à double sens. Il vanne, mais ça blesse. Et si tu réagis, il te reproche d'être trop susceptible. Cette phase est la plus perverse, car elle est floue. Tu n'as rien de concret à reprocher. Mais tu sens que quelque chose s'éteint. Puis vient la distanciation émotionnelle. Moins de messages. Moins de tendresse. Moins d'attention. Tu crois que c'est toi qui fais une erreur. Tu fais plus d'efforts. Tu t'adaptes. Tu t'effaces. Il obtient ce qu'il veut, le contrôle. Ensuite, il active l'inversion des rôles. Tu deviens le problème. Il dit que tu le stresses, que tu es étouffant, que tu demandes trop. Il se positionne en victime de tes émotions. Et toi, tu veux réparer. Tu t'excuses. Tu doutes. Il gagne encore du terrain. Quand tu es au bord du vide, il revient. Il redevient doux. C'est la phase de reséduction. Une caresse, un message, un tu me manques. Tu crois que tout peut redevenir comme avant. Et c'est là que tu replonges. Mais ce n'est plus le même amour. C'est un lien de survie. Et c'est là que le piège est le plus solide. Ce cycle peut durer des mois, parfois des années. Et il est toujours le même. Des psychologues comme Sandra L. Brown ont étudié des milliers de relations avec des personnalités narcissiques et constaté que plus de 85% des victimes décrivent exactement les mêmes étapes. Ce n'est donc pas une relation unique. C'est un système, un programme, un mécanisme qui se répète avec chaque proie. Et ce que tu as vécu, il l'a déjà fait vivre à d'autres. Et le fera encore. Tant qu'il n'est pas confronté, tant qu'il trouve des personnes qui n'ont pas encore vu ce pattern. Le stoïcien Sénèque écrivait, « Celui qui ne connaît pas les mouvements de son ennemi est toujours à la merci de l'embuscade. » Et tant que tu crois que cette relation était spéciale, tu ne peux pas guérir. Tu restes prisonnier d'une illusion. Mais à partir du moment où tu reconnais le cycle, tu cesses de t'en vouloir. Ce n'est plus toi qui as échoué. Ce n'est plus toi qui es trop ou pas assez. C'est juste un script toxique que tu as involontairement accepté. Il y a même des points de repère très précis que le PN place volontairement dans ta vie. Des objets symboliques, cadeaux au début, des phrases clés. Tu es la seule qui me comprenne.
Je n'ai jamais été comme ça avec personne. Des moments où il devient soudainement froid après un moment d'intimité. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des points d'ancrage émotionnel. Des chercheurs comme Bessel van der Kolk ont montré que les traumatismes s'enregistrent dans le corps avant même d'être compris par le mental. Et c'est exactement ça. Même quand tu crois avoir tourné la page, ton corps garde en mémoire ce cycle. Et tant que tu ne le décryptes pas, tu risques de le revivre. Mais voilà, maintenant tu sais. Tu vois le pattern. Tu reconnais les étapes. Et à partir de là, le mensonge ne tient plus. La prochaine étape, c'est comment sortir de cette emprise. Pas juste physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Comment se reconstruire sans y laisser son âme. Et surtout, comment la philosophie stoïcienne peut devenir ton bouclier, ton épée et ton point d'ancrage dans cette traversée. On entre dans la libération. Tu es là, à bout. Tu sais que ce lien est toxique. Tu sais qu'il t'a détruit, lentement, pièce par pièce. Et pourtant, une part de toi a encore envie de croire. Parce qu'il y a eu des moments lumineux. Parce qu'il t'a fait sentir vivant. Parce que tu ne veux pas avoir tout perdu. Et c'est là que le piège se referme une dernière fois. Car ce n'est pas la personne que tu pleures, c'est ce que tu es devenu à travers elle. Le psychologue Carl Rogers disait que la seule personne à pouvoir t'aider, c'est toi, mais seulement si tu redeviens honnête avec ce que tu ressens. Et c'est le point de départ. Tu ne peux pas sortir de l'emprise tant que tu restes dans le doute. Tant que tu espères une réparation venant de celui qui t'a détruit. La première étape, ce n'est pas l'action. C'est la clarté, la lucidité, le retour à soi. Épictète enseignait, ce n'est pas ce qui arrive qui blesse l'homme, c'est la manière dont il y réagit. Et dans une relation avec un pervers narcissique, tout est construit pour provoquer ta réaction. Tu dois donc, avant toute chose, reprendre le contrôle de ta réactivité émotionnelle. Ne plus répondre, ne plus t'expliquer, ne plus justifier. Le silence devient ton allié. Non pas par vengeance, mais par réappropriation de ton espace intérieur. Les neurosciences nous disent que le cerveau a besoin de 21 à 66 jours pour désinstaller une habitude émotionnelle. Cela veut dire que les premiers jours de rupture seront les plus douloureux, les plus instables, les plus toxiques, mais ce sont aussi les plus décisifs. Pendant cette période, il faut bloquer. Sans exception. Réseau, téléphone, email. C'est vital. Pas pour l'oublier, mais pour te reconnecter à toi-même sans interférence. Marc Aurèle, dans ses pensées, affirmait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette phrase est une clé. Tu ne pourras pas empêcher l'autre de te diffamer, de revenir, de te provoquer. Mais tu peux choisir ta réponse. Et la seule réponse qui mène à la paix, c'est l'absence. Le pervers narcissique se nourrit de ton énergie, de tes réactions, de ton trouble. Tant que tu réagis, il est encore là. Quand tu ne réponds plus, tu le fais disparaître de ton espace mental. C'est ce qu'on appelle le grey rock ou pierre grise en psychologie, devenir neutre, lisse, sans relief, jusqu'à ne plus être une source d'alimentation narcissique. Mais cela ne suffit pas. Il ne faut pas seulement sortir de l'autre. Il faut rentrer en soi. Et c'est là que le stoïcisme peut devenir une boussole puissante. Ce n'est pas une simple philosophie. C'est un art de vivre. Une méthode pour reprendre la maîtrise de son esprit, dans un monde chaotique. Commence par l'écriture. Tous les jours. Ce que tu ressens. Ce que tu refuses. Ce que tu veux reconstruire. Le stoïcien Sénèque écrivait chaque soir pour passer en revue ses actions, ses émotions, ses pensées. Il disait, « J'examine ma journée et je me juge avec bienveillance. » Tu n'as pas à te punir. Tu as à réapprendre qui tu es. Entoure-toi. Pas forcément de grandes foules, mais de témoins lucides. Ceux qui ne te diront pas tu exagères, mais tu as survécu. Lis. Écoute. Inspire-toi de ceux qui ont traversé la même chose. Des figures comme Edith Eger, survivante d'Auschwitz et psychologue, ont écrit des livres puissants sur la manière dont l'humain peut reconstruire du sens après l'horreur. Et surtout, ne cherche pas à revenir à ce que tu étais avant. Cette personne-là a été fracturée. Et c'est une bonne chose. Parce que maintenant, tu peux devenir quelqu'un d'encore plus solide, plus lucide, plus aligné. Le philosophe stoïcien Cléante disait, « L'âme humaine est semblable à l'or, elle peut être fondue, mais elle ne se perd pas. Ce que tu as vécu ne te définit pas. C'est une traversée, un passage, un feu, et tu peux en ressortir transformé, mais pas détruit. Reprends ton corps, ton souffle, ton temps, la marche, la respiration lente, la musique, la nature. Ce sont des outils simples mais puissants pour stabiliser ton système nerveux. Le traumatisme est corporel, rappelle Bessel van der Kolk.
Et ta libération commence aussi par ton corps. Enfin, prends une décision claire. Un engagement vis-à-vis de toi-même, ne plus jamais accepter moins que le respect intégral de ton être. Pas le confort, pas la promesse, pas le frisson. Juste la paix. Car en vérité, c'est ça que tu cherchais, depuis le début. Pas l'amour idéalisé, pas la fusion chimique, mais la paix avec toi-même. Et cette paix, aucun pervers narcissique ne pourra jamais te l'offrir. Mais maintenant, tu sais, tu vois clair, et tu avances. Tu n'es pas brisé, tu es éveillé. Et cette prise de conscience, c'est déjà le début de ta reconstruction. Pas à pas, jour après jour. Et ce que tu as appris ici, peut un jour sauver quelqu'un d'autre. Alors partage, transforme, et surtout, n'oublie jamais, tu n'étais pas faible. Tu étais en train d'apprendre à devenir fort.